Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles chaque soir. Voici le sommaire de cette nouvelle édition. La Covid reste bien mystérieuse pour le grand public. De nombreuses questions se posent sur la transmission, l'immunisation ou les symptômes. Nous serons avec le docteur Simon Gonzalez du Centre de suivi des patients à domicile pour tenter de répondre aux interrogations du plus grand nombre. Il nous expliquera également en quoi consiste sa mission quotidienne. Ils sont des victimes collatérales de la crise sanitaire. De très nombreux étudiants se trouvent dans une grande précarité. Une association monégasque leur vient en aide. Nous avons suivi sur le terrain les bénévoles de Monaco Humanitarian Aid. Le 22 avril est la journée internationale de la Terre, une terre malmenée qui demande toujours plus d'attention et une mobilisation générale pour la sauver. Yann Arthus Bertrand, dont le dernier documentaire Legacy est sorti en début d'année, sera notre deuxième invité. Il est le témoin privilégié des maux dont souffre la planète. Parmi les autres grands titres, également la gratuité du Grand Prix historique et une victoire de plus pour la Roca Team en Jeep Elite face à Levallois. Et puis un avant-goût du dernier opéra de la saison, Salle Garnier, Boris Godunov avec une distribution internationale de très haut niveau. Je vous le disais en titre, la crise sanitaire qui perdure est source de beaucoup d'interrogations. Pour tous, mais encore plus pour le grand public, elle est entourée de zones d'ombre, notamment pour ce qui concerne la transmission du virus ou l'immunisation. Nous sommes avec l'un des médecins qui prend en charge le suivi des patients souffrant de la Covid à Monaco et qui sont confinés à leur domicile. Bonsoir, docteur Simon Gonzalez. Bonsoir. En quoi consiste votre rôle auprès des patients suivis? C'est autant du conseil médical qu'une prise en charge quelque part psychologique, car j'imagine qu'il faut rassurer aussi. Le rôle principal, c'est surtout d'appeler les patients au quotidien pour se renseigner sur leur état de santé, savoir comment ils vont, les symptômes qu'ils développent, et surveiller surtout l'évolution des symptômes pendant la phase de quarantaine pour pouvoir adapter la réponse médicale si besoin. Cette prise en charge téléphonique, elle dure combien de temps en moyenne? La durée, c'est toute la durée de la quarantaine. Donc les personnes, juste après leur test positif, sont d'abord contactées par la cellule d'enquête épidémiologique. Ensuite, elles sont versées dans notre cellule de suivi. Et nous, on va les suivre pendant les 10 jours de la période de quarantaine, voire plus si besoin, si la quarantaine est prolongée. Quelles sont les questions qui reviennent le plus fréquemment de la part des personnes que vous avez au bout du fil? Alors, ce sont surtout des questions sur les modalités de la quarantaine, sur les signes annonciateurs de formes graves de Covid et sur l'immunisation à l'issue de la maladie ou après la vaccination. Nous souhaitions également vous poser les questions qui reviennent le plus fréquemment au sein de la population pour nous offrir un éclairage large. La question la plus simple peut-être tout d'abord, comment peut-on attraper la Covid? Sur les surfaces, dans l'air, c'est la question basique. Alors effectivement, ce sont les deux principaux modes de contamination, avec principalement la voie aérienne. On attrape principalement le Covid en discutant avec des personnes contaminées, surtout lorsqu'on ne respecte pas les gestes barrières et notamment le port du masque. On peut aussi l'attraper effectivement par manuportage lorsqu'on se contamine les mains sur des surfaces et si ensuite on porte les doigts sur les yeux ou dans la bouche. Pendant combien de temps est-on contagieux? La contagiosité commence dans les 3 jours précédant l'apparition des premiers symptômes et qu'elle se prolonge 10 jours après l'apparition de ces premiers symptômes. Évidemment, pour les personnes qui sont asymptomatiques, au lieu de se baser sur l'apparition des premiers symptômes, on va plutôt se baser sur le jour du test positif. Mais cela signifie que l'on peut être encore positif mais plus contagieux? À la fin de la période de quarantaine, il arrive très souvent que les personnes conservent des particules, des résidus de virus dans les fosses nasales. Et ces particules vont rendre les tests positifs alors que les patients ne sont déjà plus contagieux. Et cela peut durer plusieurs jours, voire semaines après la fin de la période de contagion. Une question qui revient également fréquemment aujourd'hui. Les personnes qui ont déjà contracté le virus sont-elles immunisées définitivement?
Alors non, il semblerait que l'immunité a tendance à diminuer avec le temps et qu'elle soit variable en fonction des personnes et des différents patients. Et de plus, on ne peut pas être sûr que l'immunité obtenue après infection par un variant sera protectrice pour un autre variant. Et les personnes vaccinées, sont-elles, elles, immunisées complètement? Alors non, d'une part, aucun vaccin n'est efficace à 100%, et d'autre part, certains variants pourraient échapper à l'efficacité des vaccins. Par ailleurs, nous n'avons pas assez de recul pour savoir combien de temps l'immunité durera suite à la vaccination. L'immunité maximum, de toute façon, n'est atteinte qu'environ 10 jours après la deuxième dose de vaccin. Docteur Gonzalez, que l'on soit immunisé par la vaccination ou après avoir été positif, est-ce que l'on peut encore véhiculer ou transmettre le virus? Alors oui, car l'immunisation obtenue après une infection, comme celle obtenue après la vaccination, ne protège pas à 100%, d'autant plus avec l'apparition des nouveaux variants qui pourraient échapper à cette immunisation. Et comment savoir si l'on a contracté par le passé le virus, mais sans s'en être rendu compte? Eh bien, en faisant une sérologie sanguine dans un laboratoire d'analyse médicale, la présence d'anticorps dans le sang va prouver l'infection passée à Covid-19. Cependant, les anticorps peuvent disparaître avec le temps, donc il est possible que l'infection passe définitivement inaperçue si l'on ne fait pas la sérologie dans les temps. Et est-ce que l'on peut savoir aujourd'hui quel variant plus particulièrement nous a contaminés? Et il est possible effectivement de le savoir suite à un prélèvement nasopharyngé. Pour autant, les variants ne sont recherchés que si l'échantillon prélevé le permet. En un an, les choses ont grandement évolué. Quelles certitudes passées sont devenues aujourd'hui totalement obsolètes en matière de Covid? On peut citer effectivement les durées de quarantaine qui ont pas mal évolué, puisque au début, je vous disais qu'il fallait donc des PCR négatives absolument pour pouvoir sortir de la quarantaine. Ensuite, on est passé pour les personnes asymptomatiques à des périodes de quarantaine de 7 jours. Et maintenant, c'est plutôt 10 jours pour tout le monde. Comme autre exemple, on peut citer l'évolution de la prise en charge des formes graves de la maladie en milieu hospitalier, puisque à présent, les patients sont intubés beaucoup moins rapidement qu'ils ne l'étaient l'année dernière, et les gens restent moins longtemps en réanimation. Et puis on peut citer aussi la découverte de l'efficacité des traitements anticoagulants et des traitements anti-inflammatoires, ce qui n'était pas du tout le cas au début, quoi. Docteur Simon Gonzalez, merci d'avoir répondu à toutes ces questions qui se posent aujourd'hui alors que perdure la crise. Merci à vous. Alexandra Pani nous rejoint pour développer les autres informations du jour, dont une est destinée aux amateurs de voitures anciennes. Bonsoir. Bonsoir Patricia, oui, les places du Grand Prix de Monaco historique seront finalement distribuées gratuitement. La nouvelle a été actée hier soir par le comité d'organisation. Attention, des places disponibles uniquement pour les résidents, les salariés et les personnes séjournant à l'hôtel en principauté. Pour les retirer, 2 points de billetterie seront ouverts à partir de jeudi sur la promenade Honoré II et le second du côté de l'Office du tourisme boulevard des Moulins. On n'arrête plus les joueurs de la Roca Team. Encore une belle victoire effectivement pour les joueurs de Coach Z en déplacement hier sur le parquet de Boulogne-le-Valois. Les Rouges et Blancs se sont imposés 85-78. La Roca Team a su dominer la rencontre et montrer un jeu collectif. Une équipe solide qui reste invaincue à l'extérieur en Jeep Elite. Prochain déplacement pour les Monégasques à Strasbourg vendredi en Jeep Elite, avant de recevoir Kazan pour le match 1 de la finale d'Eurocup le 27 avril. Et justement, Patricia, on l'a appris aujourd'hui, Mathias Le Sort est dans l'équipe type de la saison d'Eurocup, ce qui représente les 5 meilleurs joueurs de la saison. Et la compagnie des Carabiniers du Prince recrute. Vous avez entre 19 et 27 ans, vous mesurez entre 1m80 et 2 mètres, de nationalité française ou monégasque. Vous pouvez peut-être prétendre à devenir la nouvelle recrue de la compagnie. Attention, pas d'exception sur les critères et la liste est encore longue. Vous pouvez retrouver les conditions précises de recrutement et les épreuves qui vous attendent si votre dossier est retenu sur le site de la compagnie des Carabiniers du Prince. Les dossiers peuvent être d'ores et déjà retirés et devront être déposés entre le 1er et le 30 juin. Pour plus de renseignements ou la demande d'envoi du dossier de candidature, vous pouvez écrire à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran.
La crise de la Covid-19 a eu d'importantes répercussions négatives sur de très nombreux secteurs, mais aussi sur une catégorie vulnérable, celle des étudiants. Privés d'emploi et donc de ressources, certains se retrouvent aujourd'hui dans une grande précarité et la toute jeune association Monaco Humanitarian Aid a décidé de leur apporter son soutien. C'est un reportage de Sandrine Nègre, Alexandra Marangoni et Lionel Bernardi. Elle est née en 2020. L'association Monaco Humanitarian Aid est donc toute jeune, mais multiplie déjà les actions à travers notamment une opération bien précise qui se poursuit jusqu'au 30 juin. Eh bien en fait c'est parti d'un post sur Facebook, ça s'appelle les sacs solidaires. C'est une opération qui s'est développée dans les Alpes-Maritimes et suite à cette publication, avec mon association, on s'est dit il y a quelque chose à faire. Donc on a mis en place une collecte sur Monaco pour pouvoir aider donc, les étudiants des Alpes-Maritimes. 900 kilos de produits ont déjà été livrés. Il faut dire qu'en principauté, l'association peut compter sur le soutien de commerces comme ce supermarché. J'ai à cœur, c'est vrai, de pouvoir aider quand c'est possible, surtout actuellement avec la pandémie. J'avais un stock de pâtes assez conséquent et plutôt que de le garder dans les réserves, quand Karine est venue vers moi, j'ai préféré le donner aux étudiants. Après, il y a des produits qui peuvent arriver à date dans nos rayons. Donc avant qu'ils soient périmés, j'appelle Karine pour qu'elle vienne les récupérer, pour qu'elle puisse les distribuer. Et la dernière chose, on a mis une collecte, on a fait avec les flyers qui étaient déjà faits par l'association, on a fait une collecte à la sortie des caisses. Autres exemples, les établissements scolaires comme le lycée Albert Ier à travers son foyer socio-éducatif et son club humanitaire H2O ou encore l'école du parc. On a organisé auprès de tout le personnel et de tous les parents d'élèves une collecte de denrées alimentaires non périssables afin de pouvoir aider tous ces étudiants qui sont dans le besoin. Et on a tous été étudiants et on se rappelle de ces moments peut-être un petit peu difficiles qu'on a connus. À l'époque, moi personnellement, ça a été le cas. Je peux dire que j'ai mangé beaucoup de pâtes à cette époque-là. C'est quelque chose qui était très important pour nous. Et cette mobilisation a permis justement de rapporter pas mal de denrées alimentaires et de produits de première nécessité. L'école du parc, très solidaire puisqu'elle a fait également parvenir de nombreuses fournitures scolaires à des élèves de la Roya. Le Grimaldi Forum figure sur la liste des établissements qui apportent leur soutien à l'association. Les 135 salariés ont rassemblé plus de 200 kilos de denrées. Le fruit de ces nouvelles collectes va prendre à présent la direction de Nice, de 2 résidences étudiantes précisément. Si vous aussi, particulier, vous souhaitez apporter une contribution, n'hésitez pas à vous rendre au local de l'association 7 rue Suffren-Raymond ou à contacter le 06 80 04 75 11. Il n'y a pas de petits gestes pour faire une belle action et cette formule peut également s'appliquer à la préservation de l'environnement. À Monaco, de nombreuses entités sont mobilisées, au premier rang desquelles la mission pour la transition énergétique qui n'a de cesse de sensibiliser le plus grand nombre. Chaque 22 avril est dédié à la Terre et pour célébrer nous aussi cette journée de la Terre, nous avons invité un grand témoin, une personnalité qui depuis de longues années photographie et filme tous les maux dont est victime la planète. Bonsoir Yann Arthus Bertrand. Bonsoir. Vos documentaires dont Legacy montrent bien la pression que l'homme fait subir à la nature. Mieux que personne, vous avez pu constater les dégâts et les maux dont souffre la planète. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus inquiétant? Moi, depuis que j'ai 20 ans, je m'intéresse à la nature et l'environnement. Vous imaginez, quand j'avais 20 ans ou quand j'avais 30 ans, je suis parti étudier les lions au Kenya, où en fin de compte, à cette époque-là, on parlait de déforestation, on parlait de sauver les rhinocéros, les éléphants. Jamais j'aurais pensé, dans ma vie d'homme, pouvoir parler un jour de la 6e extinction, c'est-à-dire de la 6e extinction, ça veut dire quoi? 6e extinction, on parle tout simplement de la mort de mes arrière-petits-enfants, ou même de mes petits-enfants quand ils sont âgés. Donc véritablement aujourd'hui, dans un moment extrêmement critique dans l'histoire de l'humanité, et on est complètement incohérent, c'est-à-dire qu'on est dans la conscience est là, on sait ce qu'on doit faire, mais on fait le contraire de ce qu'on devrait faire. Par exemple, quand je fais mon film Home, on consommait 90 millions de barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, on en consomme 100 millions. C'est-à-dire que toutes les énergies renouvelables qu'on a fait dans le monde ne sont pas soustraites aux énergies fossiles, elles s'y sont additionnées. Et aujourd'hui,
quand vous entendez des scientifiques qui vous disent que le climat qu'on a eu pendant ces 20 000 dernières années sur laquelle s'est fondée notre civilisation est parti à jamais, hein, que le climat actuel, le climat qu'on a, est parti à jamais, c'est quand même assez inquiétant, même plus qu'inquiétant. Et en même temps, la solution, elle est assez simple. Il suffirait simplement qu'on réduise chaque année 5% de consommation d'énergie fossile pour peut-être arriver en 2050 à pas une température de plus de 1,5 degré ou 2 degrés à la fin du siècle. Dans Legacy, je vous conseille de regarder, c'est d'ailleurs en replay, c'est gratuit sur M6, donc c'est facile de regarder. On dit quand même des chiffres qui sont très inquiétants, du style qu'en 2070, si on ne continue pas, près de 3 milliards de personnes ne pourront plus vivre où ils vivent en ce moment. C'est absolument 3 milliards de personnes. Vous imaginez ça? À cause de la chaleur. Aujourd'hui, vos préconisations, elles concernent tout le monde, hein, du dirigeant au plus anonyme. Et le sens de la vie aujourd'hui, c'est de lutter quand il est en train de se passer. Tout ce qu'on fait est utile et tout ce qu'on fait sera, on appelle une mission, je dirais même un devoir, pour nous de réfléchir à nos actions sur la planète. Est-ce que vous avez tout de même constaté depuis toutes ces années une évolution des mentalités? Est-ce que le message environnemental, il est entendu? Est-ce que les mentalités changent? Oui, mais si nos actions ne changent pas, ça ne sert à rien. La prise de conscience est là, mais on n'est absolument pas dans l'action. On est quand même aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, on devrait tous arrêter de manger de la viande industrielle. Ça me semble tellement évident. On devrait tous arrêter de prendre l'avion comme on le prenait avant. Et une réflexion, c'est des exemples que je donne comme ça en général. Aujourd'hui, on est vraiment dans une urgence absolue. Le secrétaire général des Nations Unies disait il n'y a pas très longtemps qu'on allait vers une catastrophe climatique. Vous savez, derrière moi, il y a une photo du Bangladesh. C'est un pays où il y a 160 millions d'habitants. C'est un des pays les plus pauvres au monde. C'est un pays qui est sur un delta, ce qui fait qu'il est très, très proche du niveau de la mer. Déjà aujourd'hui, ils sentent les effets du changement climatique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Américain émet pratiquement 19 tonnes de carbone par an, un Français environ 12-13, et quelqu'un au Bangladesh va en émettre 0,3, 0,4. Ce qui fait qu'il y a une injustice incroyable de penser que nos actions sont les gens les plus pauvres aujourd'hui qui vont en souffrir. Justement, on parle de ces nations du monde qui siègent à l'ONU. L'idée, ce n'est pas d'opposer de monde, mais aujourd'hui, s'il fallait trouver des coupables, où serait-il? Du côté des pays pauvres, qui sont bien moins armés, ou des pays riches qui ont tendance à fermer les yeux alors qu'ils pourraient aider? Aujourd'hui, tous les pays pauvres ne rêvent que d'une chose, c'est vivre comme nous. Ce qu'il faut le savoir, on vit dans un espèce de paradis incroyable, avec une croissance formidable qui permet de nous payer les écoles, qui permet de payer les hôpitaux, qui permet de payer les routes. Et ça, on vit dans un luxe inouï, on vit tous dans un paradis, même si on a tendance à l'oublier. Et les Nations Unies, vous savez, ça peut être une grande réunion de copropriétaires où tout le monde tire un peu la couverture à soi et pense ils ont tous une vision électorale. Mais c'est tellement compliqué d'essayer de vivre en baissant nos énergies fossiles qui sont le sang de notre économie, parce que toute notre économie dépend des énergies fossiles. On est tous dans le même panier. Vous savez, on a besoin de changer les gens de chez Total, comme on a besoin de changer le paysan que tu as obtenu, comme j'ai besoin moi-même de changer aussi. C'est vraiment quelque chose de très général. Et vous savez, quand il y a une manifestation à Paris pour le changement climatique, et qu'on est 12 000, on est très content, ou 50 000, 70 000 en France, mais quand il y a l'arrivée de la Coupe du Monde, on est 2 millions dans la rue. Quand on sera 2 millions dans la rue à manifester contre le dérèglement climatique, je pense qu'il y aura des actions politiques beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui. En conclusion, vous parliez en propos liminaire d'une possible issue fatale pour nos arrière-petits-enfants, mais est-ce qu'il y a lieu encore aujourd'hui d'être tout de même optimiste? D'être optimiste aujourd'hui, je dirais, c'est être un petit peu con. De ne pas savoir regarder, ne pas savoir lire les chiffres. Maintenant, je suis un optimiste inquiet, c'est-à-dire que je sais ce qui est en train de se passer. Vous savez, tous les jours, les chiffres s'accumulent sur la fonte des glaces, sur la pollution, sur la déforestation, sur la perte de la biodiversité. Tous les jours, les chiffres sont le plus mauvais. Comment vous pensez être optimiste là-dedans? Voilà, je n'ai pas la solution, c'est vraiment une prise de conscience mondiale qu'on doit tous avoir ensemble. Et ça ne va pas être facile, mais il n'y a pas d'autre solution que d'y croire. Yann Arthus-Bertrand, merci d'avoir répondu à notre invitation à la veille de la Journée internationale de la Terre. Merci. Nous restons dans les célébrations de cette Journée internationale de la Terre, Alexandra Pani. Le film Home de Yann Arthus-Bertrand fait justement partie de la programmation spéciale de TMC. Effectivement, Patricia, à l'occasion du Jour de la Terre, la chaîne TMC a souhaité mettre à l'honneur la planète bleue dans sa programmation. C'est mercredi et jeudi, 24 heures non-stop sur les enjeux écologiques de notre époque.
Émissions, films, documentaires et magazines s'enchaîneront, présentés par la journaliste Fanny Agostini. Vous pourrez retrouver notamment le film Demain de Cyril Dion ou encore Frères des arbres, l'appel d'un chef papou. Avec les restrictions sanitaires, de nombreux aménagements sont nécessaires et c'est le cas aussi pour les élections des délégués du personnel. Exceptionnellement, le recours au vote par correspondance est à présent admis pour les élections professionnelles, même en l'absence de convention collective le prévoyant. Toutes les modalités sont précisées dans la décision ministérielle numéro 134 en date du 16 avril 2021. Des idées à présent de sorties culturelles. Oui, Jean-Christophe Maillot était notre invité la semaine dernière. Les ballets de Monte-Carlo sont de retour sur scène avec 3 pièces. Après Coppelia, c'est au tour de Lac d'être proposé au public monégasque du 23 au 26 avril. Puis au mois de mai, ce sera le Songe pour 3 représentations, les 2, 3 et 4 mai au Grimaldi Forum. Autre idée de sortie, la saison 2020-2021 de l'opéra s'achève et de la plus belle des manières avec Boris Godunov. Du grand spectacle servi par une distribution internationale de haut niveau, avec également les chœurs de l'opéra et de l'Académie de musique Régnier III ainsi que l'OPMC. José Sacré et Serge Prémont ont assisté à la générale. Pour le dernier spectacle de la saison à l'Opéra de Monte-Carlo, le directeur Jean-Louis Grinda a choisi la version originale de Boris Godunov. Cette version initiale de 1869 est concentrée sur le personnage complexe shakespearien de Boris. C'est une version plus théâtrale. Les 2 personnages principaux, c'est Boris et le chœur. Donc évidemment, on a voulu illustrer l'idée que Boris, ou en tout cas le pouvoir autocratique impérial, était bâti sur le peuple. Et du coup, on a eu cette idée de travailler sur une scénographie à 2 niveaux. Donc il y a un côté politique, mais il y a aussi la possibilité de dégager plus de poésie. Parce qu'il ne faut pas oublier que Boris Godunov, c'est un opéra mystique aussi, sur un personnage où le fantastique rôde. Et donc ça me permet d'isoler non seulement Boris du peuple, mais Boris des autres personnages et de créer un espace mental autour de Boris. Là, on a une distribution, je dirais, c'est international, c'est russe, mais c'est idéal. Ildar Abdrazakov est, je pense, l'interprète le plus doué, le plus à même d'interpréter non seulement le rôle dans sa partie vocale, mais dans sa partie dramatique. Parce que le rôle de Boris, c'est pas juste une virtuosité vocale, c'est une virtuosité d'artiste complet. Et là, Ildar Abdrazakov est quand même excelle dans le théâtre comme dans l'art lyrique. Boris Godunov du 2 avril au 2 mai sur la scène de la Salle Garnier. Nous passons aux prévisions météo pour jeudi, Alexandra. Après le temps maussade de ce mercredi, le soleil devrait être de retour jeudi. Quelques nuages seront tout de même de passage, mais rien de menaçant. Les températures grimpent, il fera 17 degrés au plus chaud de la journée. Et en ce 22 avril, nous fêterons les Alexandres. Et je vous rappelle donc cette information à J-2 du Grand Prix historique. Les Monégasques, les résidents, les personnes séjournant dans les hôtels et les salariés pourront assister aux courses du week-end gratuitement. Le Grand Prix historique qui est au cœur de la série de photos de fin de journal signée Michael Alési. Demain à 19h, vous retrouverez Émilie Rousseau. Je vous souhaite à tous une belle et douce soirée.